Herbert West, réanimateur. Troisième partie. 6 coups de feu au clair de lune. Il est rare de tirer les 6 coups d'un revolver avec une grande soudaineté, alors qu'un seul suffirait probablement. Mais beaucoup de choses dans la vie d'Herbert West étaient peu communes. Il est rare également qu'un médecin fraîchement sorti de l'université soit obligé de cacher les raisons pour lesquelles il a choisi un lieu de travail plutôt qu'un autre, et pourtant ce fut le cas d'Herbert West. Lorsque lui et moi avons obtenu nos diplômes à la faculté de médecine de l'université de Miskatonic, et que nous décidâmes de gagner notre vie en pratiquant la médecine générale, nous dissimulâmes avec précaution le fait que nous avions choisi cette maison, parce qu'elle était assez bien isolée et aussi proche que possible de la fosse commune. Une telle discrétion est rarement sans cause. Dans notre cas, ces exigences étaient imposées par les recherches nettement impopulaires que nous poursuivions. En apparence, nous n'étions que médecins, mais nous visions en cachette des objectifs bien plus grands et bien plus terribles, car la raison d'être d'Herbert West était une quête au milieu des royaumes noirs et interdits de l'inconnu, dans laquelle il espérait découvrir le secret de la vie et réanimer durablement l'argile froide du cimetière. Une telle quête exigeait des matériaux extraordinaires, et en particulier des cadavres frais, et pour s'approvisionner en ces choses indispensables, il fallait vivre paisiblement, à proximité d'un lieu d'enterrement. West et moi nous étions rencontrés à l'université, et j'avais été le seul à exprimer de la sympathie pour ses hideuses expériences. Peu à peu, j'étais devenu son inséparable assistant, et après avoir quitté la faculté, nous restâmes ensemble. Après des débuts difficiles, l'université finit par nous trouver un cabinet à Bolton, une ville industrielle près d'Arkham. Les usines Worth de Bolton étaient les plus grandes de la vallée de Miskatonic, et leurs employés polyglottes n'étaient jamais très populaires comme patients auprès des médecins locaux. Nous choisîmes notre maison avec le plus grand soin, en investissant un cottage assez délabré au bout de Pond Street, à 5 numéros du voisin le plus proche, et simplement séparé de la fosse commune locale par une prairie, traversée au nord par une bande de forêt étroite et dense. La distance était plus grande que nous ne l'aurions voulu, mais nous ne pouvions pas trouver de maison plus proche sans aller de l'autre côté du champ, et alors nous aurions quitté le quartier des usines. Mais nous étions assez satisfaits car il n'y avait personne entre nous et notre sinistre source d'approvisionnement. La marche était un peu longue, mais nous pouvions transporter nos spécimens silencieux, en toute discrétion. Étonnamment, nous eûmes tout de suite une clientèle assez large, assez pour attirer la jalousie de la plupart des jeunes médecins. Les ouvriers de l'usine étaient d'un tempérament quelque peu turbulent, et outre leurs nombreux besoins naturels, les fréquentes altercations et autres coups de couteau nous donnaient beaucoup de travail. Mais ce qui absorbait réellement notre esprit était le laboratoire secret que nous avions aménagé dans la cave, et sa longue table sous les lampes électriques, où souvent aux petites heures du matin nous injections les différentes solutions de West dans les veines des corps que nous ramenions de la fosse commune. West expérimentait jusqu'à la folie pour découvrir ce qui aurait permis de relancer les mouvements vitaux de l'homme après qu'ils aient été arrêtés par ce que nous appelons la mort. Et il rencontrait les obstacles les plus éprouvants. La solution devait être élaborée différemment selon chaque cas. Ce qui avait servi aux cobayes ne pouvait pas servir aux êtres humains et chaque spécimen nécessitait des modifications importantes. Les corps devaient être extrêmement frais, car la moindre décomposition des tissus cérébraux rendait impossible une réanimation parfaite. C'était là le plus grand problème, la fraîcheur. West avait obtenu des résultats terrifiants en menant ses expériences secrètes à l'université avec des cadavres d'une ancienneté douteuse. Une animation partielle
ou imparfaite, était pire qu'un échec complet, et nous en avions tous deux gardé des souvenirs effrayants. Depuis notre première séance démoniaque dans la ferme déserte de Meadow Hill, à Arkham, nous ressentions une vague menace peser sur nous. West, le scientifique, sous ses airs calmes d'automate blond aux yeux bleus, le confessait souvent. Cette froide impression d'être poursuivi, une illusion de son esprit due à ses nerfs secoués, était renforcée par le fait indéniablement troublant qu'au moins un de nos spécimens réanimés était toujours en vie. Un monstre carnivore, à l'abri dans une cellule capitonnée de Sefton. Et il y en avait un autre, le premier, dont nous n'avions jamais appris le sort exact. Nous eûmes de la chance avec les spécimens de Bolton, bien plus qu'à Arkham. Nous n'étions pas installés depuis une semaine que nous pûmes récupérer la victime d'un accident la nuit suivant son enterrement. Nous parvînmes à lui faire ouvrir les yeux et à observer une expression étonnamment rationnelle, avant que la solution n'échoue à nouveau. Peut-être aurions-nous mieux réussi si le corps avait été parfait, mais il lui manquait un bras. Il y eut 3 autres tentatives entre cette date et le mois de janvier suivant. La première fut un échec total. On observa des mouvements musculaires marqués sur la seconde, et la troisième nous fit froid dans le dos. Le cadavre s'était levé de lui-même et avait émis un son. S'ensuivit une période de malchance. Les enterrements se firent plus rares et donnèrent lieu à des spécimens trop malades ou trop mutilés pour être utilisés. Nous suivions les avis de décès et leurs circonstances avec un soin systématique. Une nuit de mars, cependant, nous eûmes la surprise de mettre la main sur un spécimen qui ne provenait pas de la fosse commune. À Bolton, le puritanisme ambiant avait rendu la pratique de la boxe illégale, et s'en étaient suivies les conséquences habituelles. Chez les ouvriers, les combats clandestins et mal arbitrés étaient courants, et on invitait parfois des sportifs amateurs de l'extérieur. En cette nuit d'hiver, un match venait de se dérouler dans des conditions désastreuses, et 2 Polonais apeurés étaient venus nous demander de l'aide, confus et chuchotants, à propos d'un cas secret et désespéré. Nous les suivîmes jusqu'à une grange abandonnée, là où les restes d'une foule d'étrangers effrayés observaient en silence une forme noire sur le sol. Le match avait opposé Kid O'Brien, un garçon excité, au nez abîmé, qui n'avait plus rien d'écossais et qui tremblait à présent de tout son corps, et Buck Robinson, la fumée de Harlem. Le noir avait été mis KO, et un rapide examen nous montra qu'il le resterait pour toujours. Son aspect était repoussant. Il ressemblait à un gorille avec des bras anormalement longs, tels des pattes avant, et un visage qui évoquait les secrets innommables du Congo et les battements de tam-tam sous une lune sinistre. La peur s'était emparée de cette foule pitoyable, qui ne savait pas ce qu'elle risquait si l'affaire n'était pas étouffée. Elle fut grandement soulagée et remercia West quand celui-ci, en dépit de mes frissons involontaires, leur proposa de les débarrasser de la chose discrètement, dans un but que je connaissais trop bien. La lune brillait sur ce paysage sans neige, quand nous habillâmes et transportâmes le corps chez nous à travers les rues et les prairies désertes, comme nous l'avions fait avec un être similaire lors de cette nuit terrible à Arkham. Contournant notre maison et entrant par la porte de derrière, nous descendîmes le spécimen à la cave en vue de l'expérience habituelle. Nous avions une peur extrême de la police, bien que nous ayons chronométré notre voyage afin d'éviter l'unique patrouille de la zone.
Le résultat fut assez désespérant. Aussi hideux qu'il ait pu paraître, notre butin fut totalement insensible à toutes les solutions injectées, mais préparé à l'origine pour des expériences avec des spécimens blancs. Alors que l'heure approchait dangereusement de l'aube, nous procédâmes de la manière habituelle. La chose fut traînée à travers les prés jusqu'à l'entrée du bois, près de la fosse commune, et on l'enterra dans la meilleure tombe que le sol gelé pouvait nous fournir. Elle n'était pas profonde, mais valait bien celle du précédent spécimen, celui qui s'était levé et avait émis un son. À la lueur de nos lanternes, nous la couvrîmes soigneusement de feuilles et de racines, avec la certitude que la police ne la trouverait jamais dans une forêt si sombre et si dense. Le lendemain, cependant, je fus assez préoccupé quand un de mes patients rapporta des rumeurs à propos d'un combat mortel qui avait eu lieu la veille. Quant à West, il avait un autre sujet d'inquiétude, car on l'avait appelé dans l'après-midi pour une affaire qui devait se terminer d'une manière assez angoissante. Une Italienne était devenue hystérique à cause de la disparition de son enfant, un garçon de 5 ans qui s'était égaré tôt le matin et ne s'était pas présenté au dîner. Elle avait développé des symptômes assez sérieux compte tenu de son cœur déjà faible. Pourtant, c'était stupide car le garçon avait fait de nombreuses fugues auparavant. Mais les paysans italiens sont extrêmement superstitieux, et cette femme semblait autant harcelée par les présages que par les faits. Vers 7 heures du soir, elle était morte. Et son mari furieux s'était mis dans un état épouvantable et s'était jeté sauvagement sur West, lui reprochant de ne pas l'avoir sauvée. Des amis l'avaient retenu quand il avait sorti un poignard. Et West s'était éclipsé au milieu des cris inhumains, des malédictions lancées et des serments de vengeance. Dans son chagrin, l'homme semblait avoir oublié son enfant qui était toujours porté disparu à l'approche de la nuit. Il fut question de fouiller les bois, mais la plupart des amis de la famille étaient occupés avec la femme morte et l'homme qui avait perdu la tête. La tension nerveuse de West devait être énorme et la pensée de la police et de l'Italien fou pesait lourdement sur nous. Nous nous couchâmes vers 11 heures, mais je dormis mal. La police de Bolton était étonnamment efficace pour une si petite ville, et je ne pouvais m'empêcher de redouter les conséquences si l'affaire de la veille était découverte. Cela aurait signifié la fin de notre activité dans la région, et peut-être même la prison pour West comme pour moi. Ces rumeurs à propos du combat ne me plaisaient guère. L'horloge venait de sonner 3 heures et j'étais ébloui par la lune. Sans me lever, j'allais me retourner pour baisser le store, quand j'entendis un grattement régulier en provenance de la porte de derrière. Je restai immobile, abasourdi, quand j'entendis West frapper à ma chambre. Il entra, vêtu d'une robe de chambre et de pantoufles, et muni d'un revolver et d'une lampe de poche. Je déduisis du revolver qu'il s'attendait plutôt à la visite de l'Italien qu'à celle de la police. « Nous ferions mieux d'y aller tous les deux, » murmura-t-il. « Dans tous les cas, ce serait une bêtise de ne pas répondre et c'est peut-être impatient. Ça ne m'étonnerait pas qu'un de ces imbéciles essaie la porte de derrière. » Nous descendîmes ensemble les escaliers sur la pointe des pieds, avec une peur à la fois justifiée et accentuée par l'imagination nocturne. Le grattement continua, s'amplifia légèrement. Arrivé à la porte, je la déverrouillai prudemment et l'ouvris, et alors que la lune révélait la forme qui s'y trouvait, West agit d'une manière surprenante, malgré le danger évident d'attirer l'attention et de nous soumettre à l'enquête policière tant redoutée, ce qui fut heureusement évité grâce à l'isolement de notre maison. Mon ami, dans un état d'excitation et sans raison apparente, vida brusquement les 6 balles de son revolver sur le visiteur nocturne.
car le visiteur n'était ni italien ni policier. Une silhouette gigantesque et difforme s'était hideusement dressée contre la lune spectrale, une créature imaginable seulement dans les cauchemars les plus terribles, une apparition noire, aux yeux vitreux, presque à quatre pattes, couverte de moisissures, de feuilles et de racines, souillée de sang séché, et tenant entre ses dents luisantes un objet cylindrique blanc comme neige, avec au bout une toute petite main.